Il y a 50 ans, Phnom Penh, la capitale du Cambodge, était prise par les Khmers rouges. Un régime totalitaire et génocidaire d'une ampleur terrible se met en place. 1,7 million de morts, d'après les estimations. En fait, on n'est même pas sûr de ce chiffre. Probablement entre 25 et 30% de la population. C'est absolument inimaginable. Quelles traces et quel traumatisme un tel régime laisse-t-il dans une société 50 ans après? Bonjour Anne-Yvonne Guillot. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes anthropologue, directrice de recherche au CNRS. On vous doit Puissance des lieux, présence des morts sur les traces du génocide Khmer Rouge au Cambodge. Un livre qui vient de paraître, c'est à quelle Alors c'est un livre édition? qui vient de paraître à la Société d'ethnologie de Nanterre. Voilà, c'est donc votre livre, Anne-Yvonne Guillou. Quelques mots pour évoquer ce génocide à la fois terrible, particulier, dont aujourd'hui on commémore les 50 ans. Alors peut-être un moment de sidération pour nous tous qui travaillons sur le Cambodge depuis longtemps. Le 17 avril, ce sont des images fortes. C'est l'entrée des combattants Khmer rouges, souvent très jeunes, à Phnom Penh. C'est les images de ce film de Killing Fields, Les Champs de la Mort. Ce sont les photos des prisonniers de S-21. Voilà, ce sont surtout des images très fortes et qui nous sidèrent en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le Cambodge, était aux prises, d'une guerre, terrible depuis, de longs mois et le 17 avril 1975, eh bien, à cette époque, comme le rappelle Le Figaro, aujourd'hui sous la plume d'Eugénie Bastier, la plupart, des journaux de gauche français, Libération, L'Humanité, Le Monde, célèbrent la libération de Phnom Penh. Oui, bon, c'est une histoire complexe. La libération de Phnom Penh, voulait dire la libération le 17 avril. C'est la fin d'une guerre, surtout. C'est la fin d'une guerre. Ce sont peut-être les 2 millions d'habitants à Phnom Penh, en comptant les réfugiés à l'époque à Phnom Penh, sont des gens qui sont heureux de voir la guerre cesser, les bombardements, les combats entre donc la résistance communiste et puis les troupes gouvernementales soutenues massivement par les États-Unis. Donc c'est la fin d'une guerre et c'est le début, d'un gouvernement, voilà, d'un régime totalitaire dont on ne connaît pas encore du tout, le déroulé. Alors, ce régime totalitaire, il va appliquer une forme d'ethno-nationalisme marié au marxisme, à un marxisme, tellement radical qu'il en devient complètement fou. Oui, disons au tout début, le mouvement communiste, cambodgien, puisque les Khmers rouges, ce sont d'abord voilà, c'est un surnom pour désigner les communistes cambodgiens, forment un mouvement assez varié finalement, hein, avec, des indépendantistes qui ont mené la lutte pour l'indépendance, des pro-soviétiques, des pro-maoïstes, des pro-vietnamiens, voilà, tout un ensemble de mouvements qui peu à peu va être réduit autour d'une personnalité, celle de Pol Pot. C'est d'abord une ultra-révolution maoïste, hein, je pense qu'on peut dire ça, avec une attention extrême portée à l'agriculture qui doit représenter, comme dans l'idéologie maoïste, le fer de lance de la révolution, qui doit représenter le socle sur lequel le pays va se développer, retrouver la grandeur d'Angkor. On va retrouver ce thème Encore, nationaliste ce sont ensuite. donc les temples d'Angkor. Absolument, qui représente une sorte de période d'apogée, enfin décrite comme telle par les Cambodgiens et aussi par le pouvoir colonial, à l'époque, du protectorat. Mais alors, pourquoi, à cette époque, donc les Khmers rouges réussissent-ils si facilement à prendre le pouvoir et pourquoi se lancent-ils dans ce génocide qui est donc, c'est l'une de ses spécificités, un génocide du peuple en tant que tel. C'est une sorte de génocide qu'un régime applique à sa population. Alors bon, le terme de génocide a plusieurs, acceptions, hein. Il a une acception pénale, il a aussi une acception, on va dire, presque, humaine, en tout cas anthropologique, aussi. Ce sont les destructions de masse et ce sont des destructions de masse qui sont quand même plutôt processuelles dans le cadre cambodgien. Comme vous savez, les chambres extraordinaires auprès des tribunaux cambodgiens ont condamné pour génocide 2 dirigeants Khmer rouges récemment, mais dans le cadre d'éradication de populations qui sont les 2 minorités cambodgiennes, la minorité
musulmane et la minorité vietnamienne. Pour le reste, ce sont les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre qui ont été retenus, en tout cas sur le plan pénal. Donc le génocide, en fait, c'est surtout le fait de ne pas s'être occupé de sa population, le fait d'avoir laissé s'instaurer des famines massives. Il y a eu des exécutions, certes, mais de populations plutôt ciblées, les anciens fonctionnaires du régime précédent, les anciens militaires du régime précédent. Des purges massives aussi, des cadres Khmer rouges à l'intérieur même du régime, et puis surtout la famine, des populations laissées sans soins, un système de santé complètement défaillant, même s'il y avait des infirmeries, euh, un système où finalement, comme dans toute révolution totalitaire, comme dans tout régime totalitaire, la vie individuelle n'a pas de valeur. Mais ce qui apparaît, c'est qu'il y avait donc une sorte de volonté terrible de faire disparaître une partie importante du peuple. Comment l'expliquer, Anne Yvonne Guillou? Alors je ne crois pas qu'on puisse dire ça, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Je pense qu'il y a surtout une énorme impréparation, une énorme coupure entre le pouvoir à Phnom Penh et puis la réalité de ce qui est vécu dans la population. Les petits cadres, ceux qui ont pouvoir de vie et de mort sur la population, ont quasiment été libres d'agir à leur guise, ce qui a créé d'ailleurs des différences entre différentes zones, en fonction des politiques appliquées localement et laissées au libre arbitre de ces cadres locaux. Euh, c'est vrai que la population a été séparée, comme dans toute révolution aussi. Une nouvelle hiérarchie sociale s'est mise en place. Les combattants Khmer Rouge, les paysans d'extraction, de basse extraction ont été privilégiés par cette révolution, tandis que les anciennes classes bourgeoises, commerçantes, urbaines, représentaient des couches de la population. Alors, selon certains dirigeants Khmer Rouge, c'était des classes à rééduquer, simplement, parfois très durement, et pour d'autres, c'était des populations qui n'étaient pas rééducables. Dans tous les cas, il n'y a pas eu éradication de ces populations, je veux dire, comme on a pu le voir dans des camps de concentration, mais elles ont été traitées extrêmement durement, affamées et puis déportées. La déportation les a privées de tout soutien aussi, de toute capacité de recréer un milieu de vie. Mais c'est un peu comme si le pays tout entier devenait un camp de concentration, puisque quand on atteint 2 millions de morts, alors 1,7, en fait, les Plus fourchettes probablement. varient, voilà, bon, donc, et bon, c'est encore un autre débat. Disons entre 1,3 et 2,3 millions de morts, ça veut dire que le pays tout entier était un lieu où la population était soumise à un régime de privation de liberté, de famine, de déplacement de population dès le premier jour, la fuite de Phnom Penh, parce qu'on a inventé, les Khmers rouges ont inventé de fausses menaces de bombardement. Ils ont donc vidé la ville et dès ce début de révolution, il y a eu des milliers de morts parce que les gens devaient fuir alors qu'ils n'étaient pas en capacité de le faire. Tout à fait. Donc, on voit là l'impréparation. Il ne faut pas imaginer la révolution, cette ultra-révolution maoïste, comme un camp de concentration nazi. Il faut l'imaginer comme des camps, ce qu'on appelait coopératives, Sahaka, des coopératives, Sahaka, des coopératives cambodgiennes, donc où chacun était assigné au travail. Alors un travail extrêmement dur, 12 heures, 14 heures par jour, dans des conditions très difficiles, des constructions de barrages à main nue, enfin Avec des des travaux méthodes, c'est ce titanesques. que j'allais dire, avec des méthodes absurdes, parce que c'est là où ça rappelle les carrières de Mauthausen, c'est-à-dire des travaux qui sont tellement absurdes qu'ils ne sont pas faits en réalité pour produire quoi que ce soit. C'est vrai en partie, certaines structures, continuent à exister aujourd'hui, hein. Moi, je connais des anciens barrages Khmer Rouge qui continuent à être alors évidemment, c'était pas de grands spécialistes de l'hydraulique et des travaux publics, hein. Donc ça a été fait, souvent dans des conditions, rudimentaires, sans avoir souvent utilisé les compétences des intellectuels, les compétences des gens formés qui faisaient donc partie de ces couches suspectes, en fait, de ces couches politiquement suspectes.
Mais au tout début du régime, dans certains cas, dans certaines régions, d'anciens médecins des régimes précédents, d'anciens ingénieurs et cetera, ont été sollicités pour participer à la formation de ces nouveaux, mais ensuite, très rapidement, ils ont été éliminés, enfin, si ce n'est physiquement, en tout cas éliminés socialement de cette, de la hiérarchie. Et puis il y a des centres de mise à mort. Alors le plus connu, hélas, c'est Tuolsleng, autrement dit S21, qui a été notamment filmé par le cinéaste Ritipan, où là, les individus avaient une très faible chance de sortir vivants. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça a été documenté avec cette logique selon laquelle il faut absolument obtenir des aveux qui en général sont faux, obtenus sur la torture, parfois pendant plusieurs mois, et cetera, avant que le suspect, soit éliminé, en fait. Lorsqu'on va au Cambodge aujourd'hui, on est surpris, Anne Yvonne Guillou, de trouver un pays où les gens sont extrêmement doux, pacifiques. Comment expliquer ce contraste entre cette histoire qui est une histoire abominable dans ce XXe siècle, qui en a pourtant connu beaucoup, et le pays que l'on retrouve aujourd'hui? Bah, moi, je l'explique par le fait qu'on a peut-être, c'est un peu le but de mon enquête au long terme, cette enquête ethnographique, qui n'est pas située à Phnom Penh, mais dans une zone qui a été peu étudiée dans l'ouest, du Cambodge, et où finalement j'ai essayé de regarder au quotidien comment, le passé, 40 ans après, affleurait dans le présent. Comment les gens finalement s'étaient débrouillés avec les moyens du bord, qui étaient, très difficiles, et on était dans un dénuement extrême, hein, en 1979 à la fin du régime Khmer Rouge. Comment les gens, avaient fait finalement pour peu à peu, s'en sortir, s'en sortir. Donc ça passe par exemple, très fortement par, ce qu'on appelle le traitement des défunts, c'est-à-dire le fait de s'occuper de ces défunts qui n'ont pas pu, dont on n'a pas pu s'occuper au moment du régime Khmer Rouge. Ça passe, par le fait, la société cambodgienne, alors c'est peut-être un peu compliqué à comprendre vu de France, on est dans une société laïque, on est dans une société qui n'est pas très ritualisée. Mais comme beaucoup de sociétés sud-est asiatiques, hindouisées, la société cambodgienne a un langage, enfin le langage, y compris le langage de la souffrance sociale, est très, passe beaucoup par les rituels, en fait. Merci beaucoup, Anne-Yvonne Guillou. Je rappelle le titre de votre ouvrage: Puissance des lieux, présence des morts sur les traces du génocide Khmer Rouge au Cambodge.